Après le premier acte de résistance posé dès juin 1924 par l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Ruche, rappelé tout à l'heure par M. Jean-Noël Grandhomme, après le discours de l'abbé Berger, député de Bordeaux, devant 50 000 manifestants à Strasbourg, et qui va créer, lui, la Ligue nationale des droits des prêtres anciens combattants, après l'appel du père Doncker en octobre 1924, nous ne partirons pas, après la création des Jeunesses patriotes par Pierre Tétinger, voyons maintenant comment, à l'automne 1924, se crée le principal mouvement de résistance catholique à la politique anticléricale du cartel des gauches. Ce mouvement, résolu mais modéré, c'est la Fédération nationale catholique, avec à sa tête le général de Castelnau, qui a été sollicité par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France pour rassembler les catholiques français dans un mouvement national. Cet exemple de résistance des catholiques français, qui plus est soutenu par l'Église de France et qui parvient à faire reculer un gouvernement de la République, est plutôt rare dans notre histoire contemporaine. On peut même parler d'un événement unique depuis les guerres de Vendée et le Concordat. On peut s'interroger néanmoins sur l'ampleur réelle de cette victoire, somme toute pas si étonnante que ça, si l'on veut bien considérer l'incohérence de la reprise d'une politique anticléricale de la part du cartel des gauches, intervenant 6 ans après l'union sacrée des tranchées et des sacrifices consentis par les religieux durant cette terrible épreuve. Et on peut se demander si le prix de cette politique assumée, décomplexée, on dirait aujourd'hui, qui fâche la République radicale, mais de laquelle on aimerait bien néanmoins se rapprocher, ne serait-ce que pour soutenir une politique de réconciliation avec l'Allemagne de Weimar, on peut se demander si le prix à payer ne va pas être la condamnation d'un autre mouvement qui bénéficie lui aussi d'une aura, d'une grande aura de la part des catholiques français, qui n'est pas un mouvement catholique. Je veux bien évidemment parler de l'Action française. Inquiète par tant de hardiesse, la hiérarchie ecclésiale française n'est-elle pas tentée de se faire pardonner son audace en tapant sur l'autre côté du spectre 2 ans plus tard? Les deux affaires sont évidemment indépendantes. Il est tout à fait possible de condamner sur le plan doctrinal à la fois le laïcisme du cartel des gauches et le politique d'abord maurassien, mais il n'est pas incongru de les étudier conjointement dans le contexte de l'action catholique qui se défie tout autant du modernisme que du traditionnalisme. Mais bon, laissons de côté cette hypothèse d'un lien politique entre les deux affaires et revenons au général de Castelnau et à la Fédération nationale catholique, à l'histoire de ce regroupement réussi des catholiques français qui trouve son origine, et on l'a dit depuis maintenant un certain temps, qui trouve son origine dans la nouvelle vague d'anticléricalisme de la République. Alors après avoir chassé les congrégations en 1902-1903, fermé les écoles, rompu les relations diplomatiques avec le Vatican en 1904, épuré la hiérarchie militaire avec l'affaire des fiches, procédé aux inventaires en 1906, c'est la 5e fois en moins d'un quart de siècle que la République s'attaque frontalement aux catholiques. Et cette 5e attaque est d'autant plus injustifiée que le catholicisme et la nation se sont plutôt rapprochés à la faveur de la Grande Guerre, amenant même à ce qu'on appellera une forme de second ralliement. Alors que la République n'avait pas été avare du sang des catholiques français dans les tranchées, et en particulier celui des séminaristes et des religieux, on pensait que ces plaies étaient définitivement fermées. Or, à défaut de vouloir améliorer la condition ouvrière, la gauche va utiliser son subterfuge habituel pour rassembler ses troupes, l'anticléricalisme, véritable ciment des gauches françaises. Mais le pays a changé. L'image de la religion est sortie plutôt grandie de ces terribles années de souffrance. Les prêtres et religieux qui avaient dû quitter la France au moment des lois sur les congrégations étaient revenus combattre dans les rangs de l'armée française, sans rien demander, et leurs pertes avaient été supérieures à la moyenne nationale. L'immense majorité des Alsaciens, Mosellans et la majorité des Français ne souhaitent pas l'extension des lois laïques aux régions reconquises. Face à cette nouvelle offensive anticléricale, la gauche se heurte cette fois à un véritable mouvement organisé comme jamais auparavant. C'est la Fédération nationale catholique qui va regrouper toutes les forces de l'Église et à la tête de laquelle est porté un ancien député du Bloc national,
et l'un des plus grands chefs de la Grande Guerre, Castelnau. Je vous propose donc de revoir rapidement dans une première partie le programme anticlérical du cartel des gauches, très rapidement, puisqu'il a déjà été évoqué, de nous pencher aussi rapidement sur la personnalité de ce général de Castelnau, et enfin d'analyser, dans une partie plus longue, l'organisation, la ligne politique de cette Fédération nationale catholique, en essayant de comprendre le jeu du Vatican à son égard. Alors, premièrement, donc, la victoire du cartel en 1924. Il y a, à l'origine donc, de cette fédération, la crainte normale, éprouvée par les catholiques français, d'un retour à l'anticléricalisme d'avant-guerre. Rappelons que les radicaux socialistes et les socialistes mènent leur campagne électorale sur les thèmes de la défense de la paix et des lois laïques, qu'ils vont gagner les élections, mais qui ne sont pas majoritaires. La droite et le centre sont divisés, le système électoral permet de l'emporter dès qu'on est en tête, mais ils sont néanmoins minoritaires. Et quand on est minoritaire, la moindre des choses n'est pas forcément de revoir complètement les choses quand on sait que l'on a face à soi une majorité d'idées. Alors, Édouard Herriot, on pense que son radicalisme, alors dans les deux sens du terme, radical, ça veut pouvoir dire être au contraire très à fond dans son programme, ou au contraire plutôt modéré. Bon, son radicalisme, dans les deux sens du terme, sont plutôt tempérés par le poids des catholiques. C'est le maire de Lyon, c'est une ville où il y a une forte minorité de catholiques, et on pense aussi que son anticléricalisme est largement influencé par la base de son parti. Au fond lui-même, c'est toujours très difficile de savoir quelles sont les convictions intimes d'un homme, mais on pense que là-dedans, il est un peu poussé par les siens. En tout cas, dès qu'il arrive au pouvoir, il déclare le 17 juin les 4 mesures: suppression du concordat en Alsace-Lorraine, suppression de l'ambassade de France au Vatican, dissolution des congrégations non autorisées, et enfin, refus de créer 2 nouvelles associations diocésaines. Alors il va avoir, dans sa déclaration ministérielle, un langage que l'on pourrait qualifier de mielleux pour masquer son sectarisme. Je cite Édouard Herriot, « Si nous sommes décidés à ne pas maintenir une ambassade auprès du Vatican et à appliquer la loi sur les congrégations, ce n'est en aucune façon dans une pensée de persécution et d'intolérance. Le gouvernement est persuadé qu'il interprétera fidèlement le vœu des chères populations enfin rendues à la France, en hâtant la venue du jour où seront effacées les dernières différences de législation entre les départements recouvrés et l'ensemble du territoire de la République. Dans cette vue, il préparera les mesures qui permettront d'introduire en Alsace et en Lorraine l'ensemble de la législation républicaine. Vous voyez, rien de grave. Dormez, braves gens. » En 1923, le Conseil d'État avait notifié la validité de ce statut. Et ce statut avait été confirmé par le président du Conseil, Raymond Poincaré. La population alsacienne demeurait très attachée à ce régime. Les élus le savaient si bien, d'ailleurs, que dans leur campagne, et ça c'est Jean Sévillat qui nous le dit dans son ouvrage « Quand les catholiques étaient hors la loi », les candidats du bloc des gauches n'avaient pas beaucoup fait allusion à ces lois laïques, comme s'ils avaient parfaitement compris que ce n'est pas comme ça qu'ils gagneraient les élections. Donc, face à ce qui apparaît comme une volonté de revenir à l'anticléricalisme militant des pires moments, la réaction du monde catholique ne tarde pas. Elle part du diocèse de Strasbourg et elle s'étend dans l'ensemble de l'Alsace, dans toutes les grandes villes. Des motions sont votées par les différents conseils municipaux, et puis le mouvement s'étend à l'ouest, au nord, dans l'est, et c'est ainsi que, ici, à La Roche-sur-Yon, se tient la première grande manifestation, le 8 octobre 1924. Face à cette nouvelle menace de persécution, les catholiques se rassemblent, et les premiers à se constituer le font à l'initiative de l'évêque de Rodez. C'est la première qui se constitue, donc la Ligue des catholiques du Rouergue. Grand rassemblement, le 26 octobre 1924, et tout naturellement, on demande à une personnalité connue de la région, le général de Castelnau, de prendre la parole, et c'est ainsi qu'il déclare « Je propose de fédérer, sous le vocable de l'Union nationale catholique, toutes les levées partielles, toutes les ligues catholiques des diocèses de France, toutes les œuvres d'inspiration catholique. La révolte est donc en marche, rien ne va l'arrêter, et c'est Castelnau qui en sera le chef. » Alors, qui est donc ce Noël Édouard Marie Joseph de Curière de Castelnau?
C'est l'un des chefs les plus illustres de la Première Guerre mondiale, illustre tant par sa compréhension de la guerre, sa manière de la conduire et son humanité. C'est en effet, si on essaie de prendre quelques indicateurs fiables, c'est par exemple le grand chef qui va avoir le moins recours aux tribunaux militaires pour sanctionner les hommes qui avaient un peu failli, les hommes qui avaient flanché, comme on dit. Et surtout, c'est quelqu'un très humain qui n'a jamais accepté l'indifférence que certains chefs militaires pouvaient au contraire avoir à l'égard de la condition du soldat. Ça lui était vraiment insupportable. Alors, il a un physique correspondant à sa combativité. Petit, trapu, moustache, conviction catholique très profonde. Il est né un 24 décembre, ça peut aider, je pense, dans les convictions catholiques. En 1851, à Saint-Affrique, dans l'Aveyron. Il rentre à Saint-Cyr après avoir préparé le concours dans l'une des jésuitières les plus célèbres de France, Sainte-Geneviève. Il participe à la guerre de 70. À la fin de la guerre, en 1918, ce sera le seul grand chef à avoir participé à la guerre de 70. Il participe au combat au Mans, avec l'armée de la Loire. Il va participer, ça va également beaucoup le marquer, à la répression de la Commune. Et après, donc, une très belle carrière en temps de paix. C'est un officier de l'infanterie métropolitaine, donc il ne fait pas partie des gens qui sont partis aux colonies. Il est finalement là comme des gens comme Pétain, des gens comme Foch, a contrario, des gens comme Joffre, qui, eux, seront allés aux colonies, auront combattu. En 1911, il devient le premier sous-chef d'état-major sous les ordres de Joffre, et il rentre en 1913 dans l'organe suprême de décision qu'on appelle le Conseil supérieur de la guerre. À la veille de sa retraite, ses positions religieuses, puisqu'il est surnommé le Capucin Botté, l'ont empêché d'être désigné comme généralissime en temps de guerre. On a pensé à lui, mais il a été écarté au profit du franc-maçon Joffre, avec lequel, au demeurant, il entretient d'excellentes relations. Alors, au début de la guerre, il va participer à des batailles qui ont été évoquées tout à l'heure par Jean-Noël Grandhomme, des batailles peu connues aujourd'hui, mais qui ont été extrêmement importantes. Si la survie de la France s'est jouée à la Marne, elle s'est également jouée à Morhange, dans la Trouée de Charmes, au Grand Couronné. C'est toutes les grandes batailles autour de Nancy, peu connues aujourd'hui, connues, j'espère, des Nancéens, j'espère encore aujourd'hui, mais en tout cas. Et cet homme, c'est pas anecdotique, au cours de ces combats, va avoir une querelle. Il a comme subordonné Foch. Foch commande un corps d'armée, Castelnau commande une armée, et Foch va se tromper et ne reconnaîtra jamais ses torts. Et à partir de ce moment-là, les deux hommes, surtout Foch, vouera au général de Castelnau une grande rancune. Et cette rancune n'est pas étrangère au fait que Castelnau ne deviendra jamais maréchal de France. En 15, on lui confie l'offensive de Champagne. Là, cette fois, il a comme subordonné Pétain. Les rapports ne sont pas non plus excellents. Décidément, cet homme ne s'entend avec personne. Ça doit donc un homme vraiment très bien. En février 1916, c'est lui, au tout début de la bataille de Verdun, qui va sauver Verdun dans les tout premiers jours, du 21 au 25 février. Il y a un vrai mouvement de flottement. Il est numéro 2 de l'armée française. Joffre l'envoie, enfin c'est lui-même qui s'envoie en mission. Et c'est lui qui prend les premières décisions fondamentales, la défense de Verdun. On n'abandonne pas la rive droite de la Meuse, alors que le commandement local voulait déjà replier. Et c'est lui qui confie, qui fait nommer Pétain comme patron de la région de Verdun. Et puis après, pendant le reste de la guerre, son rôle, tout en étant très important, on parlera un petit peu moins de lui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le 14 novembre aurait dû commencer la dernière offensive contre l'Allemagne. Et cette offensive aurait très certainement, quand on voit ce qu'il y a quand on voit le rapport de force, c'est toujours difficile de faire de l'histoire-fiction, mais voilà, tout laisse à supposer que l'armée française, attaquant en Lorraine le 14 novembre, aurait eu à son actif la grande bataille décisive permettant de mettre le pied en Allemagne. Il faut quand même se rappeler qu'au cours de cette guerre, pas un soldat allié n'a mis le pied en Allemagne, d'où après les théories relativement faciles du coup de poignard dans le dos, de l'assassinat, on n'a pas perdu la guerre. Voilà. Et ce sera donc le grand regret, évidemment, de Castelnau, mais également de Pétain, enfin de tous les grands chefs. Voilà. Foch a préféré, a estimé que le sang avait assez versé, on peut le comprendre également, mais voilà. Donc Foch n'accepte pas
cette offensive, les choses s'arrêtent, et le bâton de maréchal, qui aurait dû normalement revenir à celui qui fait la guerre de 14 à 1918 en restant toujours au sommet de l'armée française. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les autres, ce sont ou des ascensions fulgurantes, ou au contraire des renvois. On peut penser à Nivelle. Et lui, finalement, c'est l'homme qui, pendant toute la guerre, commandant une armée, commandant un groupe d'armées, tout le temps, numéro 2 de l'armée. Enfin, vraiment, voilà. Donc, et voilà même ce que dira à son égard Clémenceau. On peut quand même considérer que là-dedans, un éloge de Clémenceau vis-à-vis du capucin Beauté, c'est quand même quelque chose de croustillant. Voilà ce que dit Clémenceau. Je n'aurais pas été surpris ni chagriné de voir le nom de monsieur le général de Castelnau parmi les 6 maréchaux de France. Il est regrettable qu'on l'ait oublié, et c'est à nous et non pas à lui que cet oubli fait le plus grand tort. Ouais, c'est quand même pas mal. Castelnau est élu député de l'Aveyron avec l'Assemblée Bleu Horizon, et il est porté, donc, comme on l'a dit, à la tête de la Ligue des Patriotes, à la mort de Maurice Barrès. Pendant la campagne de 1924, donc il va être battu aux élections de 1924, et les radicaux socialistes vont vraiment se comporter d'une manière très basse à son égard. Ils vont l'attaquer pendant cette campagne, notamment avec cette phrase absolument ignominieuse: l'autorité du général de Castelnau n'est faite que de l'exploitation par lui-même de la mort de ses 3 fils à la guerre. Il fera tuer tous les nôtres. Voilà. Mais ça a quand même marché. Vous voyez comment une phrase aussi abominable, un homme il a 6 fils, il a perdu donc 3 de ses fils à la guerre. On aurait quand même pu penser qu'au moins on aurait pu reconnaître à cet homme le poids de cette guerre. Eh bien non, on en fait même au contraire un argument, tout est bon. Alors, cet homme, après sa défaite aux élections, ne reste pas inactif. Il dénonce l'action de la franc-maçonnerie, il envoie à tous les évêques une brochure très bien documentée. Mais il trouve un peu que les réactions sont un peu désordonnées, et il estime qu'il faut les coordonner. Et précisément, cette tâche va lui être confiée donc par les cardinaux et archevêques de France. L'historienne Corinne Bonafou-Vérax, sur laquelle je me suis beaucoup appuyé pour cette intervention, résume ainsi l'objectif poursuivi par ce qui va devenir la Fédération nationale catholique. Elle le fait dans un ouvrage à la droite de Dieu, la Fédération nationale catholique 1924-1944. Voilà ce qu'écrit cette historienne: unir les catholiques au-delà de leurs divergences politiques et éviter d'être taxés de cléricalisme en faisant un large appel aux laïcs. Oui, c'est assez prudent. Alors, Castelnau va publier dans l'Écho de Paris, va vraiment inciter les catholiques à se rassembler. Alors, c'est sûr que Castelnau n'est pas un homme de gauche, mais c'est tous, sauf ce qu'on pourrait appeler un homme d'extrême droite. Au sens, si on essaie de... vous savez bien que ce qualificatif ne veut pas dire grand-chose, mais si on essaie de lui donner un fondement, peut se revendiquer de la droite la plus extrême ceux qui veulent vraiment renverser le régime, la République. Voilà. Là, on peut considérer... Voilà. Et ce n'est pas du tout le cas de Castelnau. Voilà. Et il va veiller pendant tout son mandat, il le fait déjà à la tête de la Ligue des Patriotes, pas de mélange de genres. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se séparera de Pierre Tétinger, après lui avoir écrit « La Ligue des Patriotes, elle, légitimement fière d'un passé qui a fait ses preuves et fidèlement attachée à ses traditions, entend toujours rester au-dessus, en dehors des partis politiques, pour servir uniquement et plus efficacement la France. » Voilà. Donc, si les jeunesses patriotes veulent faire quelque chose, en tout cas la Ligue des Patriotes ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Donc, même s'il est d'une sensibilité, en tout cas ses aïeux, quand on s'appelle de Curière de Castelnau, on peut quand même penser que les aïeux étaient plutôt monarchistes, mais lui n'en fait pas état. En tout cas, cette historienne ne retrouvera rien dans les correspondances privées du maréchal, du général, pardon, ce qui pourrait attester d'un sentiment légitimiste, monarchiste. Alors cette fédération, voyons en un instant son organisation, elle va s'installer à Paris, rue des Saints-Pères. Les catholiques vont répondre en masse, avec enthousiasme, des milliers de personnes. Voilà. Et Castelnau, il a été mis en place pour ça, il va structurer tout ça. Alors, organisation pyramidale, d'un ancien militaire, on n'attend quand même rien d'autre.
On commence par l'union paroissiale, puis au-dessus l'union cantonale, et puis au-dessus l'union diocésaine. À sa tête, 2 organismes, un conseil national, 2 par diocèse, le Sénat en quelque sorte de la Fédération nationale catholique, et puis pour couvrir le tout, un comité directeur élu pour 3 ans, avec un représentant de l'épiscopat, c'est important, de manière à bien montrer que voilà, l'épiscopat est bien représenté. Alors ça marche bien. Au début, en novembre, 31 unions diocésaines, et puis en janvier, on passe à 86 unions diocésaines. Voilà. Et puis Castelnau se déplace beaucoup en France, beaucoup de réunions, des foules gigantesques pour l'époque se réunissent un peu partout, Nantes, Rennes, Vannes, etc. Et là aussi, comme pour les jeunesses patriotes, des assassinats, Marseille, 2 militants de la fédération assassinés par des communistes au cri de fascistes assassins. Voilà. En février 1925 se tient la première assemblée constitutive de la Fédération nationale catholique. Alors c'est pour ça que 18 février 1925, on peut considérer que c'est vraiment là la création, même si normalement, quand quelque chose se crée, il faut attendre que son conseil d'administration se soit réuni, qu'il y ait une assemblée. Donc, j'ai dit rigoureusement, la création, c'est en février 1925, mais on peut considérer également qu'elle a été créée en 24. Et puis, ça marche très bien. 1 200 000 adhérents dès 1926, 2 800 000 en 1928. Vous voyez, aucun parti politique français n'atteindra jamais une telle importance. Et c'est la première fois, vraiment, une fois de plus, que sous un régime républicain, les catholiques s'organisent aussi bien. Castelnau va assumer la présidence de la fédération jusqu'en 1944. Il s'entoure d'anciens subordonnés, des gens de confiance. Quelle est la ligne politique ce n'est pas un mouvement politique, mais on peut quand même parler de ligne politique. Alors, voilà ce qu'il déclare dans l'un de ses discours. Nous ne faisons point de politique. Nous ne sommes pas un parti. Avant d'être républicains ou royalistes, nous sommes catholiques. Nous avons comme telles des revendications à faire accueillir. Les associations de fonctionnaires donnent l'exemple. Elles votent pour qui les sert et contre qui les gêne. Faisons de même, c'est bien notre droit, j'imagine. Voilà. Donc ce n'est pas un parti catholique, ce n'est pas une ligue. Elle cherche seulement à tirer les catholiques, et je le cite, de cette passivité somnolente qui leur coûta si cher de 1875 à 1910. Donc ce n'est pas un groupement catholique, elle ne constitue pas une association qui réclamerait comme telle sa place sur le terrain électoral, elle n'est pas non plus un groupement assimilable aux œuvres purement religieuses. Et le terrain de la FNC, c'est celui de la vie publique, c'est la société. Elle part à la conquête de l'ordre chrétien. Alors, il est évident que la distinction est subtile entre politique et vie publique, parce que si l'intention est bien apolitique, la réalité est quand même plus complexe, parce qu'à un moment donné, pour faire modifier des lois, pour s'y opposer, il faut bien quand même, ça s'appelle un peu faire de la politique. Voilà. Mais disons que c'est plutôt un groupe de pression. Voilà. L'image du rassemblement, du syndicat de fonctionnaires, qui n'existe pas à l'époque, mais qui existe aujourd'hui, voilà, est bonne, puisqu'on n'hésite pas à intervenir au nom de ses intérêts, mais on évite évidemment de se faire récupérer. Alors, ce qui montre aussi qu'il y a quand même une certaine ligne politique, quelques noms de gens, de personnalités qui participent à son comité directeur. Alors, des gens à l'époque peu connus, mais qui le deviendront. Xavier Vallat, professeur, grand blessé de 14-18, député de l'Ardèche, et il y a toujours eu une vraie sympathie de la part de Castelnau, de Castelnau pour ce grand blessé, mais disons qu'au fur et à mesure des prises de position de plus en plus droitières, disons de Xavier Vallat, eh bien, les rapports vont devenir compliqués et Xavier Vallat sera exclu du mouvement en décembre 1937. Autre nom qui deviendra célèbre, Philippe Henriot, professeur de lettres, directeur du journal L'Action catholique de Bordeaux, excellent orateur. Lui aussi, il deviendra député de la Gironde en 1932, très anti-parlementaire. Castelnau ne cachera jamais son antipathie pour l'homme, pour ses outrances. Il lui reprochait surtout d'avoir un discours et en fait d'avoir tout fait pour échapper à la conscription en 1914. Alors, il avait peut-être de bonnes raisons, il avait des problèmes pulmonaires, mais ne pas avoir participé à la guerre, à cette époque-là, les anciens, ils n'aiment pas beaucoup. Voilà. On considère en tout cas que ça doit rendre modeste, ne pas avoir fait la guerre et ne pas... voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas.
D'autres noms moins connus, Henri Rousseau, professeur de droit à la faculté catholique de Lille, député du Nord, qui sera vice-président de la FNC. Jean Lecourt-Grandmaison, lui aussi député de ce qu'on appelait la Loire inférieure, hein, donc Nantes, et qui succédera, hein, lui aussi, à sa mort au général de Castelnau. Et puis un clin d'œil, c'est pas un membre très éminent de la Fédération nationale catholique, mais j'ai pas pu m'empêcher de le citer. C'est un dirigeant régional. Il s'appelle Joseph Mitterrand, industriel à Jarnac et père d'un futur président de la République. Alors, quels sont les liens entre la Fédération nationale catholique et l'Action française? Les liens sont étroits, puisque de nombreux catholiques ont des sympathies monarchistes. Alors, une crise va éclater entre les deux formations en 1925, à propos d'une élection sénatoriale, hein, à laquelle Léon Daudet s'était présenté. Il ne va pas être élu, puisque face à lui, il y a deux autres candidats qui, eux aussi, comptent sur les voix des catholiques. Et donc, ça va laisser des traces. Par ailleurs, le président de la Fédération nationale catholique pour l'Anjou avait pris position pour Léon Daudet, et il est désavoué. Hein, le général de Castelnau vraiment ne plaisante pas là-dessus, et là aussi, hein, il le renvoie. En 1926, à la demande donc de Pie XI, le cardinal de Bordeaux, Andrieux, va condamner, hein, c'est le début de la condamnation de l'Action française, et la Fédération nationale catholique va s'incliner. Et le Vatican sera très reconnaissant au général de Castelnau d'avoir vraiment joué le jeu, soutenu le Vatican. Voilà. Averti d'ailleurs que des responsables de la fédération sont en même temps présidents de comités royalistes, Castelnau, par fidélité au pape, décide que l'appartenance à la fédération n'est pas compatible avec un engagement pour l'Action française. Voilà. Et donc, une fois de plus, il n'a jamais fait part, hein, contrairement à ce qui peut être écrit, de convictions monarchistes. Il n'aime pas particulièrement Maurras, hein, il l'a reçu, il le connaît. Pareil, il n'est pas attiré par Léon Daudet. La seule personne avec laquelle, là aussi c'est notre historienne qui nous le dit, avec laquelle il entretient de bons rapports, c'est Jacques Mainville. Voilà. Il approuve les vues de Jacques Mainville en matière de politique étrangère. L'action du Vatican est très intéressante à cette époque-là. D'après aussi cet historien, et également d'après l'écrivain Daniel Rops, un grand connaisseur de l'histoire de l'Église, il estime que la crise de 1924-1925 ne paraît pas très grave à l'Église. Pire, il en prend comme preuve qu'au pire moment, hein, du cartel, les relations sont maintenues avec le personnel politique français. Pie XI également considéra cette crise avec beaucoup de calme, un peu comme s'ils avaient compris qu'ayant poussé le bouchon trop loin, ça ne pouvait pas tenir. Voilà. En 1924, un mémoire confidentiel que l'on dit patronné par le cardinal de Paris, le cardinal Dubois et le nonce, est envoyé à tous les évêques qui recommandaient formellement aux catholiques d'admettre en fait les lois de la laïcité. Voilà. C'est pour ça qu'on a pu parler même d'un nouveau ralliement. Hein. La guerre était passée par là, l'union dans les tranchées, et donc on était passé à autre chose. Voilà. Donc au bilan, le Conseil d'État en 1925 remet son avis sur la validité du statut concordataire de l'Alsace-Lorraine, donne tort à Herriot. Normalement, il aurait dû comprendre, mais il insiste. Et après avoir attaqué du côté des lois concordaires, il va essayer maintenant de placer le combat sur le terrain de l'école. On a vu que le professeur Grandhomme nous a rappelé qu'ils avaient essayé à ce moment-là de créer des écoles interconfessionnelles. Ça ne va pas marcher. Et donc Herriot va beaucoup en vouloir à la hiérarchie. Il va accuser Monseigneur Ruche d'avoir monté toute une campagne contre lui. Il va reprocher au pape, aux évêques de créer un parti catholique. Et il va tomber, Herriot, sur une question financière. Painlevé prend la succession, calme la situation, et on passe à autre chose. La Fédération nationale a gagné, la Chambre recule. Alors en conclusion, on peut dire que c'est bien pour coordonner les actions quelque peu dispersées des catholiques qu'a été fondée cette Fédération nationale catholique. L'intention est bien politique, mais non pas politique au sens d'une attaque contre un régime, un gouvernement, mais sur un point précis de la politique gouvernementale qu'il s'agit de combattre. Voilà.
C'est exactement l'idée de faire la création de la DRAC, c'est bien ça, c'est faire reculer le gouvernement sur un point particulier. Le reste, ce n'est pas notre travail. Alors, les catholiques, une fois plus, ont pu bénéficier de la hiérarchie. C'est une des rares fois. On pense même que c'est la dernière fois que le mouvement sera autant soutenu. Et la question religieuse, elle va disparaître un peu de l'enjeu électoral. On voit que le Front populaire le reprend un peu, mais ce n'est pas au cœur. Honnêtement, Léon Blum, il a d'autres... j'allais dire que finalement, il va être davantage sur le terrain social. Finalement, la gauche va davantage être sur son terrain. Et puis finalement, les catholiques vont accepter la laïcité de l'État, à condition évidemment que chacun puisse conserver ses libertés. La hiérarchie catholique est très prudente. Elle intervient également beaucoup moins. C'est plus des recommandations. Voilà, vous pouvez soutenir, vous pouvez, mais il n'y a pas de. C'est jamais très officiel. Et puis c'est surtout, c'est l'époque de la condamnation de l'Action française. On voit bien qu'il s'agit surtout de ne pas donner, d'éviter des critiques qui pourraient être faites. Voilà. Et donc c'est là que c'est intéressant justement de voir un peu combien un peu le Saint-Siège et l'épiscopat fait de la politique sans en faire, tout en faisant. C'est aussi l'époque où on ne peut pas s'empêcher de penser à l'abandon des cristeros au Mexique, alors que Dieu sait si leur cause est belle. Donc, voilà, typiquement l'exemple d'une cause qui a fonctionné, qui a fait reculer, mais peut-être avec un prix derrière assez important, ayant fait preuve de beaucoup d'audace là, peut-être que l'épiscopat s'est senti obligé après d'avoir une position beaucoup plus prudente. Tout ce qui est... Et il s'avère quand même de voir un peu les conséquences pour les chrétiens, pour les démocraties, en tout cas pour tout ce qui est la défense contre les deux totalitarismes, nazisme et communisme. Le bilan n'est quand même pas très bon pour la défense de tous les gens qui pensaient que tout ça était parfaitement conciliable. Et d'ailleurs, c'est bien ce que fera Pie XII, quelques temps plus tard, en levant cette condamnation. Je vous remercie.